Pourquoi un seul homme fait-il encore trembler les murs de l'Élysée? Cet homme a tout vécu. Il a survécu à une guerre civile sanglante. Il a essuyé les bombardements lourds des forces spéciales françaises en plein cœur d'Abidjan. Il a passé 10 ans de sa vie derrière les barreaux de la Cour pénale internationale à La Haye avant d'être totalement blanchi, acquitté. La plupart des leaders politiques auraient été brisés, rayés de la carte. Pas lui. À 80 ans passés, Laurent Gbagbo est de retour. Et dans les coulisses du pouvoir, à Paris, son éventuelle reconquête du fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire est le pire des cauchemars géopolitiques. Une véritable alerte rouge. Alors, pourquoi la France politique a-t-elle si peur de lui? Pourquoi sa simple candidature est-elle perçue comme une menace existentielle pour les intérêts français? Aujourd'hui, on plonge dans les secrets d'État les plus sombres de la France-Afrique. Et croyez-moi, la réponse va bien au-delà d'une simple rancœur historique. Salut à tous, c'est Geopolitica News. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Regardons la réalité en face. En Afrique de l'Ouest, les cartes de la géopolitique mondiale sont en train d'être redistribuées à une vitesse hallucinante. Vous le voyez chaque semaine sur cette chaîne, les coups d'État à répétition au Sahel, l'expulsion militaire des troupes françaises du Mali, du Burkina et du Niger, et la montée en puissance spectaculaire de l'influence russe et chinoise. Le domaine réservé de la France est en train de s'effondrer sous nos yeux. Dans ce grand chaos pour Paris, la Côte d'Ivoire est le dernier bastion. C'est le joyau de la couronne. La première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, le cœur financier de la région et surtout la base militaire stratégique arrière de la France. Si la Côte d'Ivoire bascule, c'est tout l'édifice de la présence française en Afrique qui s'écroule définitivement. C'est exactement ici que le dossier Laurent Gbagbo devient brûlant. Pour l'Élysée, maintenir le statu quo à Abidjan est une question de survie diplomatique. Or, Gbagbo n'est pas juste un opposant politique. Il est le symbole vivant d'une rupture totale avec Paris, une icône du souverainisme africain. Sa possible candidature à la prochaine élection présidentielle met la diplomatie française sous haute tension. Est-ce une simple vengeance d'un ancien président déchu ou le coup de grâce porté au système de la France-Afrique? Installez-vous confortablement, préparez vos esprits. On décode cette guerre de l'ombre en 5 points. Pour comprendre pourquoi l'Élysée fait une crise d'urticaire à la simple évocation du nom de Gbagbo, il faut revenir 15 ans en arrière. C'est notre premier point clé et c'est le plus viscéral. L'histoire moderne entre Laurent Gbagbo et la France s'est écrite dans le sang et les décombres d'Abidjan. Nous sommes en avril 2011. La Côte d'Ivoire vient de traverser une élection présidentielle contestée qui a dégénéré en guerre civile. Deux hommes revendiquent le pouvoir. Alassane Ouattara, reconnu par l'ONU et massivement soutenu par l'Occident, et Laurent Gbagbo, le président sortant, qui s'accroche au palais présidentiel en dénonçant des fraudes massives. C'est à ce moment-là que la France prend une décision radicale. Sous les ordres directs du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, l'armée française sort de ses bases. Officiellement, il s'agit de protéger les civils. Officieusement, c'est une opération de changement de régime. Les forces spéciales françaises et les hélicoptères de l'opération Licorne pilonnent les positions des fidèles de Gbagbo. Les blindés français ouvrent la voie aux forces rebelles pro-Ouattara jusqu'aux portes du bunker présidentiel. Le 11 avril 2011, les images font le tour du monde. Laurent Gbagbo est arrêté, humilié, affiché en sous-vêtements devant les caméras avant d'être exilé à Korogo, puis transféré en secret dans un avion vers la prison de la Cour pénale internationale à La Haye. À ce moment précis, à Paris, on débouche le champagne. Pour la diplomatie française, le coup est parfait. Gbagbo est politiquement mort, enterré pour les 30 prochaines années dans les geôles internationales. On l'a dépeint comme un dictateur sanguinaire, un infréquentable. Alassane Ouattara est installé sur le trône, la Côte d'Ivoire est pacifiée et les affaires peuvent reprendre. Mais le scénario parfait de l'Élysée va totalement dérailler. Pendant 10 ans, les procureurs de la CPI tentent de prouver que Gbagbo est coupable de crimes contre l'humanité. 10 ans d'un procès ultra médiatisé. Et le verdict tombe comme un couperet. Acquittement général. Faute de preuves. La justice internationale reconnaît même implicitement que le dossier était vide.
purement politique. En 2021, Laurent Gbagbo rentre triomphalement à Abidjan. Et c'est là que le traumatisme est immense pour la France officielle. Son retour, c'est un aveu d'échec cinglant et invisible pour Paris. Si la France laisse Gbagbo revenir au pouvoir aujourd'hui par les urnes, cela signifierait trois choses catastrophiques pour l'image de la République française. Premièrement, que l'armée française a bombardé un État souverain pour installer un homme et en chasser un autre qui était finalement innocenté par la justice internationale. Deuxièmement, que la stratégie de ingérence de Nicolas Sarkozy était une faute historique. Et troisièmement, que Gbagbo avait raison depuis le début lorsqu'il criait au complot colonial. Pour la France politique, le retour de Gbagbo au pouvoir serait le symbole de sa propre culpabilité historique dans la crise de 2011. C'est un miroir que Paris refuse absolument de regarder. Venons-en au deuxième point clé, et c'est sans doute le plus brûlant pour l'Élysée en ce moment, le spectre du souverainisme africain. Pour bien comprendre la panique de Paris, il faut lever le nez du cas ivoirien et regarder ce qui se passe tout autour dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Depuis quelques années, la France subit une débâcle géopolitique sans précédent au Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, un par un, ces pays ont connu des ruptures radicales. Les ambassadeurs français ont été expulsés, l'armée française a été chassée, les médias comme RFI ou France 24 ont été coupés. Et au cœur de toutes ces révolutions de palais, il y a un mot d'ordre, un seul, qui tourne en boucle, la souveraineté. La fin de la France-Afrique. Mais posez-vous la question, d'où vient cette idéologie? Qui a théorisé et popularisé ce discours de rupture totale avec le cordon ombilical parisien bien avant la nouvelle génération? C'est Laurent Gbagbo. Bien avant les capitaines et les colonels du Sahel, dans les années 90 et 2000, c'est Gbagbo et son parti, le FPI, qui incarnaient cette gauche nationaliste, anti-impérialiste et panafricaine. C'est lui qui répétait inlassablement que l'indépendance de la Côte d'Ivoire était une illusion, une façade gérée depuis Paris par des réseaux de l'ombre. Pour toute une génération de militants panafricains à travers le continent, Gbagbo est un martyr, le symbole vivant de la résistance face à l'impérialisme français. Et c'est précisément là que réside le pire cauchemar de la diplomatie française. Jusqu'à présent, Paris tente de minimiser le mouvement de rejet qu'elle subit en Afrique de l'Ouest. Le discours officiel de l'Élysée, c'est de dire ce rejet est le fait de juntes militaires illégitimes arrivées au pouvoir par des coups d'État et manipulées par la propagande russe. C'est une ligne de défense commode pour sauver les apparences. Mais imaginez une seconde si Laurent Gbagbo ou son dauphin idéologique revient au pouvoir en Côte d'Ivoire. Comment? Pas avec des kalachnikovs, pas avec un putsch, mais par les urnes, par un vote démocratique, populaire et incontestable. Ce jour-là, la ligne de défense de la France s'effondre. Ce ne serait plus des militaires en treillis qui diraient « la France doit redéfinir sa présence », mais le président légitimement élu de la première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone. Si Abidjan, la vitrine historique de la présence française en Afrique, valide officiellement la doctrine souverainiste de Gbagbo, l'effet de contagion serait immédiat et dévastateur pour Paris. Cela donnerait une légitimité démocratique monumentale et universelle à tout le courant anti-français de la région. Pour la France politique, bloquer Gbagbo, ce n'est pas seulement bloquer un homme. C'est tenter de poser une digue pour empêcher la vague souverainiste du Sahel de déborder sur la Côte d'Ivoire et de balayer définitivement les derniers restes de son influence sur le continent. Troisième point clé, et c'est sans doute le plus pragmatique, le plus cynique aussi, le confort absolu de la stabilité incarnée par Alassane Ouattara face au grand saut dans l'inconnu que représente Laurent Gbagbo. Pour comprendre la position de la France politique, il faut enlever ses lunettes idéologiques et mettre ses lunettes économiques. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour Paris? C'est le bon élève de la sous-région, un pays qui affiche une croissance économique insolente, souvent entre 6 et 7% par an. Une vitrine capitaliste qui rassure tout le monde. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et surtout le patronat français. Et cette réussite a un architecte très apprécié à Paris, Alassane Ouattara. Ne nous cachons pas derrière les mots. Pour l'Élysée, peu importe le président en place à Paris,
Ouattara est le partenaire idéal. C'est un ancien haut fonctionnaire du FMI, un technocrate libéral hors pair, formé aux codes occidentaux. Il parle le même langage que les élites économiques françaises. Sous son mandat, la Côte d'Ivoire est devenue un paradis pour les multinationales de l'Hexagone. Bouygues, Eiffage, Total ou encore le groupe Orange se partagent les contrats pharaoniques des infrastructures ivoiriennes, du métro d'Abidjan à l'extension du port. Mieux encore, la Côte d'Ivoire abrite le 43e bataillon d'infanterie de marine, une base militaire française ultra stratégique juste à côté de l'aéroport d'Abidjan. Bref, avec Ouattara, la France sait exactement où elle va. C'est la sécurité, la continuité, le business as usual. À l'inverse, le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir, c'est l'équivalent d'un séisme de magnitude 8 sur l'échelle des marchés financiers. Gbagbo, c'est l'imprévisibilité totale pour les intérêts français. Historiquement, Gbagbo est un homme de gauche, un socialiste de l'école keynésienne. Sa doctrine économique n'est pas de plaire aux agences de notation internationales, mais de redistribuer les cartes. S'il reprend les commandes, son programme est clair. Il veut revoir de fond en comble les contrats de concession des matières premières, notamment l'or noir et le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Il veut auditer les grands contrats d'infrastructure attribués sans véritable concurrence aux géants français. Imaginez la panique dans les conseils d'administration à Paris. Gbagbo au pouvoir, c'est le risque de voir l'État ivoirien nationaliser certains secteurs, imposer des taxes lourdes sur les rapatriements de bénéfices des entreprises françaises ou pire, exiger le départ des troupes militaires françaises stationnées à Abidjan. Pour l'Élysée, le choix est purement mathématique. D'un côté, vous avez Ouattara, la certitude d'une Côte d'Ivoire ouverte aux intérêts de la France. De l'autre, vous avez Gbagbo, un nationaliste imprévisible, capable de fermer le robinet des profits français du jour au lendemain. Entre la stabilité rentable et l'inconnu patriotique, la France politique a déjà choisi son camp depuis très longtemps. Quatrième point clé, et là on touche au sujet tabou par excellence. Le sujet qui fâche, qui crispe, et qui fait transpirer les technocrates du ministère des Finances à Paris, la monnaie. La bataille du franc CFA. Si vous suivez l'actualité de la sous-région, vous savez que le franc CFA est devenu le symbole ultime du néocolonialisme pour toute la jeunesse africaine. Une monnaie créée sous la colonisation, imprimée en France, à Chamalières, et historiquement verrouillée par des accords qui obligeaient les États africains à déposer la moitié de leurs réserves de change à Paris. Face à la contestation qui menaçait de tout faire sauter, la France a tenté un coup de poker magistral fin 2019. Emmanuel Macron s'est rendu à Abidjan pour annoncer, main dans la main avec Alassane Ouattara, la fin du franc CFA dans sa forme historique et son remplacement futur par une nouvelle monnaie appelée l'ECO. Mais ne vous y trompez pas. Pour les critiques, cette réforme, c'était de la magie politique. On change le nom, on retire les représentants français des instances de la Banque centrale, mais la France reste le garant financier en coulisses et la monnaie demeure strictement arrimée à l'euro. C'était une mise à jour du système pour que rien ne change vraiment. Et Alassane Ouattara a été le meilleur allié de Paris pour piloter cette transition en douceur, en veillant à ce que la Côte d'Ivoire ne quitte jamais l'orbite financière française. Mais si Laurent Gbagbo revient au pouvoir, ce scénario millimétré vole en éclats. Gbagbo a une position radicale, historique et doctrinale sur la question. Pour lui, il ne peut pas y avoir d'indépendance politique sans souveraineté monétaire réelle. Sa ligne directrice est claire. La Côte d'Ivoire doit sortir définitivement de ce système de tutelle. Il prône la création d'une véritable monnaie africaine gérée de manière autonome, totalement déconnectée du trésor public français et des exigences de l'euro. Rendez-vous compte de ce que cela signifie. La Côte d'Ivoire, à elle seule, représente près de 40% du poids économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est le moteur, la locomotive financière de la zone. Si le moteur décide de dérailler et de quitter le navire monétaire lié à Paris, c'est tout le système de contrôle et de stabilité financière de la France en Afrique de l'Ouest qui s'effondre en l'espace de quelques mois. L'Afrique de l'Ouest échapperait alors totalement au radar économique de la France.
Pour la France politique, laisser Laurent Gbagbo s'installer à la tête de la première économie de la zone, c'est prendre le risque de voir la clé de voûte de la France-Afrique monétaire être brisée de l'intérieur. Et pour Paris, préserver le franc CFA ou sa version maquillée, c'est préserver les derniers leviers de sa puissance. Nous y voilà. Le cinquième et dernier point clé. Et c'est sans doute le plus crucial si l'on veut comprendre l'obsession actuelle de l'Élysée, la peur panique de l'axe de l'Est. La peur que la Côte d'Ivoire ne bascule à son tour dans le camp des rivaux stratégiques de l'Occident. Aujourd'hui, la diplomatie française ne regarde plus l'Afrique avec les lunettes paternalistes du siècle dernier. Non, elle regarde le continent à travers le prisme d'une nouvelle guerre froide mondiale. À Paris, chaque dossier africain est désormais analysé avec une seule hantise en tête: bloquer la Russie, contrer la Chine et empêcher l'extension des BRICS. Faisons un constat lucide. Partout où la France a perdu pied ces dernières années, ses concurrents géopolitiques se sont engouffrés dans la brèche en quelques semaines. Au Sahel, le départ des soldats français a été immédiatement suivi par l'arrivée de conseillers militaires et de paramilitaires russes. Sur le plan économique, la Chine, la Turquie et l'Iran signent contrat sur contrat pour exploiter les ressources minières. Pour Paris, la Côte d'Ivoire est la dernière digue qui empêche cette vague de déferler sur toute l'Afrique subsaharienne côtière. C'est exactement là que le profit de Laurent Gbagbo terrifie les stratèges français. Comprenons-nous bien, Gbagbo n'est pas un agent de Moscou ou de Pékin. C'est un nationaliste, un panafricaniste old school. Sa doctrine n'est pas d'obéir à Vladimir Poutine ou à Xi Jinping. Sa doctrine, c'est d'abord l'Afrique. Mais Gbagbo est aussi un pragmatique qui a retenu les leçons de 2011. Il sait que pour résister aux pressions politiques, économiques et monétaires de Paris, un gouvernement souverainiste en Afrique a besoin de parrains puissants. Il l'a dit et répété, il prône la diversification totale des partenaires de la Côte d'Ivoire. Pour l'Élysée, le calcul est terrifiant de simplicité. Si Gbagbo reprend les commandes à Abidjan, il appliquera cette doctrine immédiatement. Il ouvrira grand les vannes de l'économie ivoirienne aux géants étatiques chinois pour les grands travaux. Il pourrait diversifier les partenariats sécuritaires et pourquoi pas se tourner vers d'autres puissances mondiales pour contourner le blocage des armes ou des financements occidentaux. Si la Côte d'Ivoire, le poumon économique francophone de la région, décide de normaliser ses relations avec l'axe de l'Est et de tourner le dos au monopole français, le basculement géopolitique de l'Afrique de l'Ouest sera total, définitif et irréversible. Pour la France politique, neutraliser l'option Gbagbo, c'est tenter d'empêcher le dernier et le plus précieux des dominos africains de tomber dans l'escarcelle de ses rivaux mondiaux. Paris ne joue plus seulement sa relation avec Abidjan, elle joue sa survie en tant que puissance globale sur le continent africain. En résumé, vous l'avez compris, la France politique ne rejette pas seulement Laurent Gbagbo pour les fantômes de son passé, elle le craint viscéralement pour l'avenir qu'il incarne. Un avenir où l'Élysée n'aurait plus son mot à dire dans les affaires intérieures ivoiriennes. Le traumatisme militaire de 2011, la peur panique de voir le souverainisme du Sahel contaminer Abidjan, la protection des immenses intérêts économiques français, la survie du système monétaire et la hantise de voir la Russie ou la Chine s'installer en Côte d'Ivoire, tout converge vers un seul et même constat. Pour Paris, Laurent Gbagbo au pouvoir, ce serait le symbole ultime, la preuve par neuf que l'ère de la France-Afrique est définitivement enterrée, fermée à double tour. Mais la vraie question, la question de fond que l'Élysée ne peut pas trancher à elle seule, c'est celle du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire de 2026 n'est plus celle de 2011. Une nouvelle génération est née, une jeunesse hyper connectée, pragmatique, qui aspire au changement. Laurent Gbagbo, malgré son aura de martyr et son poids historique, parviendra-t-il à canaliser cette dynamique ou l'histoire s'écrira-t-elle finalement avec de nouveaux visages? Une chose est sûre, les prochains mois à Abidjan vont sceller le destin géopolitique de toute la région. Et à Paris, on retient son souffle. Maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous pensez que le retour au pouvoir de Laurent Gbagbo est une chance de libération pour la Côte d'Ivoire ou est-ce un risque de déstabilisation pour la région? Je veux voir vos avis, vos arguments dans les commentaires.
Débattons-en, je lis absolument tout le monde. Si cette analyse approfondie vous a permis d'y voir plus clair dans les guerres de l'ombre de la diplomatie française, montrez-le nous. Lâchez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne, partagez cette vidéo autour de vous et surtout, abonnez-vous à Géopolitica News. Activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains décryptages géopolitiques mondiaux. Prenez soin de vous, restez curieux et à très vite pour une prochaine vidéo.